tour du monde ce samedi. Coup de projecteur maintenant sur un parcours exceptionnel, sans exagération aucune. Vous allez le voir, c'est celui de Mathias Lambert. Aujourd'hui chercheur dans un laboratoire pharmaceutique à Boston, aux États-Unis, Mathias Lambert a déjoué tous les pronostics et les préjugés depuis le jour de sa naissance. Il publie un livre, Le combat d'une vie, c'est une autobiographie. Cette histoire, c'est la vôtre, Mathias Lambert. Bonjour et bienvenue sur le plateau de France 24. Bonjour, merci. Je parlais d'un parcours exceptionnel et vraiment le mot n'est pas galvaudé, on va y venir. Vous voyez le jour un jour de juillet 1990 à Saint-Omer, dans le nord de la France. Ce combat d'une vie, en réalité, vous le menez depuis le premier jour de votre naissance, je peux le dire comme ça, parce que vous avez littéralement lutté pour survivre. Oui, c'est ça, j'ai lutté pour la vie. Faut savoir que mes premiers symptômes, donc c'est une myopathie et une maladie congénitale, donc une maladie des muscles qui s'est développée dès la naissance avec des symptômes très très sévères, c'est-à-dire une faiblesse musculaire où j'avais du mal à respirer, bouger. Et donc depuis le départ, j'ai dû combattre contre cette maladie, oui. C'est un parcours, une histoire que vous partagez dans cet ouvrage aux éditions du Rocher. Je n'ai pas mentionné la maison d'édition. Vous avez à peine 6 mois donc, quand les médecins diagnostiquent cette myopathie congénitale avec disproportion des fibres musculaires, maladie rare. Ouais. Un enfant sur 400 000 en souffre, présente en tout cas cette maladie à la naissance, les garçons surtout. Et vous avez tout de même cette formule assez drôle dans ce livre, c'est que vous dites que vous êtes l'heureux gagnant d'une loterie génétique. Oui. C'est vrai, voilà, dans ma famille, j'étais le seul à avoir cette maladie. C'est une maladie génétique. Et oui, qui est très très rare. Sur 400 000, c'est à peu près une centaine de personnes en France, quelques milliers dans le monde. Une maladie rare, ça veut dire aussi pas de traitement. Voilà. Toujours pas à ce jour, Mathias. Après 35 ans, non, toujours pas, malheureusement. J'ai aussi mené des recherches là-dessus. Ouais. Je pense qu'on va en parler ensuite. Mais oui, pas de traitement et aussi des fois pas de diagnostic. C'est-à-dire que pendant 25 ans, on ne savait pas la cause génétique de ça. Et donc, c'est aussi vivre dans cette errance du diagnostic, un peu dans un brouillard, sans savoir comment la maladie va évoluer. Et voilà, c'est très, très difficile. Et cette maladie, elle vous fatigue beaucoup. Oui. La nuit, vous êtes maintenu en vie, vous le dites vous-même, grâce à une machine qui vous permet quand même de rester en vie. Et pourtant, vous honorez toutes les invitations médias. Oui. Vous avez répondu à tous nos confrères. Vous êtes là avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait aussi et comment vous la trouvez, cette force de venir, de partager cette expérience? Parce que c'est encore une fois éprouvant. C'est un marathon d'ailleurs. C'est exactement ça. C'est un marathon, ne serait-ce que de vous parler aujourd'hui. C'est très, très difficile pour moi. C'est énormément d'efforts. C'est un peu comme si je courais un marathon en ce moment même. Et de faire ça tous les jours, même dans mon métier de tous les jours, c'est quelque chose de très très difficile. Mais ça implique de la douleur, une faiblesse musculaire. Voilà, c'est aussi, je dois m'astreindre un repos obligatoire. Vous savez, quand on a une myopathie, une maladie rare qui n'a aucun traitement, c'est un peu marche ou crève. C'est ça, c'est la réalité de la maladie. On n'a pas le choix. Et j'ai aussi cette force grâce à ma maman, Martine, à qui vous rendez hommage dans cet ouvrage. Exactement, qui m'a aussi beaucoup donné. Mais encore une fois, vous avez 2 choix. Vous avez le choix d'abandonner, vous avez le choix de combattre la maladie. J'ai choisi de combattre. Et c'est aussi, vous savez, dans la vie, je me plains pas. Je m'estime extrêmement chanceux parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont des pathologies beaucoup plus sévères que la mienne. Et je m'estime extrêmement chanceux. Voilà, j'ai un très beau métier. Je me sens très épanoui dans ma vie personnelle et professionnelle. J'ai lutté. Ça a été très, très difficile. Mais encore une fois, j'ai aucune raison de me plaindre. Et à 15 ans, votre vie bascule, vous vous intéressez alors à la science déjà, et vous avez la chance de visiter un labo Généton. Il y a le Téléthon qui existe en France. C'est une révélation, vous dites même c'est une vocation, une étincelle à ce moment-là. Et là, vous prenez la voie de la science. C'est ça, je me suis raccroché à ce petit espoir. Pour la première fois, j'ai visité un laboratoire, j'ai rencontré des chercheurs qui avaient un discours totalement différent des médecins de l'époque. Les médecins me disaient toujours, année après année, il n'y a aucun traitement, la maladie progresse, on ne peut rien faire. Et vous avez la mort devant vous, c'est ça, c'est l'ultime conséquence de cette maladie. Et pour la première fois, des chercheurs me disaient, on va travailler sur ta myopathie, on va trouver un traitement. Et vous savez, la blouse blanche était pour moi devenue à cet âge-là un peu la cape de super-héros. Hein. Elle était familière un peu, cette elle était familière, voilà. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être footballeur, je rêvais d'être un super-héros. Vous savez, quand vous êtes un petit garçon dans les années 90, voilà, c'est ce que vous voulez faire plus tard. Et je me suis raccroché à cette lueur d'espoir et j'avais envie de devenir cette personne-là.
Vous avez beaucoup d'humilité parce que ce que vous dites pas, c'est qu'en 2015, vous avez identifié le gène responsable de votre maladie. Oui, 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 bah, c'est-à-dire Faut le aussi que dire. c'est vrai, il faut le dire, mais vous savez, le handicap aussi, voilà, n'est pas une chose. On pense au handicap comme quelque chose, voilà, on n'est pas capable de faire quelque chose. Et moi, pour moi, le handicap, c'est une façon de faire les choses différemment. De par mon handicap, par exemple, à l'école, j'avais beaucoup de mal à faire des prises de notes. J'ai dû beaucoup écouter les professeurs et j'ai voilà, développé une mémoire photographique qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon métier, dans mes années universitaires. Et durant voilà, ma thèse à l'université de Lille, je suis à un moment tombé durant mes recherches sur un papier scientifique qui décrivait des patients avec les mêmes symptômes que les miens, dont on avait découvert la cause génétique. J'en ai parlé à mon neurologue, qui était aussi collègue du laboratoire, c'est aussi ça la belle histoire. Et on a fait une prise de sang. Voilà, il faut savoir que pendant 25 ans, les médecins, les chercheurs ont essayé de trouver ce gène qui était la cause de cette maladie. Et en 3 mois, on me rappelle et on me dit, écoute Mathias, tu avais raison, on a trouvé une anomalie sur ce gène. C'est voilà, on a à peu près 20 000 gènes dans le corps humain. C'était un peu une aiguille dans une botte de foin. Et on m'a dit, voilà, tu as trouvé la cause génétique de l'origine de cette maladie. Et spontanément, c'est quoi la première émotion qui vous traverse à ce moment-là? C'est beaucoup d'émotions, c'est-à-dire aussi c'est un poids qui s'enlève de mes épaules. Vous savez, encore une fois, j'ai vécu pendant 25 ans sans savoir vraiment qui j'étais. Un peu, j'étais dans la quête de cette identité d'une personne en situation de handicap. J'avais vraiment du mal à expliquer aussi aux gens mon handicap, parce que vous savez, les médecins eux-mêmes ne savaient pas me l'expliquer. Alors Oui. quand vous êtes un gamin, comment voulez-vous l'expliquer aux autres? Mm. C'était quelque chose de très difficile. Et puis vous savez, aussi quand vous identifiez la cause d'une maladie, maintenant vous pouvez la traquer. Et c'est ce que j'ai fait ensuite pendant 10 ans, plus de 10 ans, c'était voilà, de travailler sur ma propre maladie et d'essayer le plus possible de développer un traitement. Et vous poursuivez vos recherches sur ces maladies avec une dégénérescence musculaire, on peut le dire. On Est-ce peut qu'on parler avance? de Ouais. dégénérescence ou tout du moins, dans mon cas, une progression qui est quand même assez lente. Mais voilà, je vous le dis, Est-ce que ça avance? Est-ce que vous avez le sentiment que la recherche avance? Et qu'est-ce qui fait qu'elle avance pas aussi vite qu'elle devrait? On pense parfois que c'est une question de financement. c'est clairement une question de financement, c'est Oui, le nerf de la guerre. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez d'abord dans un premier temps la recherche fondamentale qui coûte quand même très 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 cher. cher. Oui. Vous avez à peu près 7 à 8 000 maladies rares. C'est la rareté qui fait qu'on n'investit pas autant qu'on C'est la pourrait le rare, faire. c'est exactement ça, c'est la rareté qui nous empêche d'investir. Et vous savez, le travail de la FM Téléthon, par exemple, qui Ouais. travaille sur des maladies rares, est aussi pionnier dans ces œuvres-là. C'est-à-dire que avec la générosité des Français et des Français, on peut travailler sur des maladies qui sont extrêmement rares. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur une maladie qui va toucher une centaine de personnes dans le monde. J'ai aussi, encore une fois, été très chanceux. J'ai pu travailler sur cette maladie. J'ai levé des fonds, plus de 2 millions de dollars aux États-Unis, pour travailler sur une maladie qui touche peut-être quelques milliers de personnes. Mais je me suis dit, voilà, si c'est pas moi qui le fais, Ouais. qui d'autre va le faire? Avec l'ambition de changer peut-être ces vies. La maladie, est-ce que vous diriez qu'elle définit ce que nous sommes ou absolument pas, au contraire? Vous savez, si je n'étais pas malade, je serais peut-être pas chercheur. J'aurais peut-être été footballeur, vous savez. Mais oui, c'est ce Euh, que vous espériez jusqu'à l'âge de 8 ans, je crois. mais j'ai envie de dire aussi, voilà, voilà, la maladie me procure beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue. Si j'écoutais la maladie, aujourd'hui, je serais pas sur ce plateau. Clairement, je vous parlerai pas. Mm. C'est un effort considérable pour moi, mais j'ai l'impression, enfin, au fond de moi-même, je me dis que ce que je fais peut servir aux autres. Vous savez, j'ai tant bataillé dans la vie et j'ai pas envie que d'autres personnes se retrouvent dans la même situation que moi. Et je me dis, si je peux aider un petit peu, apporter ma pierre à l'édifice pour ces gens à qui on dit, voilà, non, tu es en situation de handicap, tu ne peux pas faire ça. Et le Euh, milieu scolaire, parfois. Milieu scolaire, je pense à l'inclusion. Ouais. L'inclusion dans les écoles, vous savez, aujourd'hui, il y a des milliers d'enfants encore en 2025 qui n'ont pas accès à l'éducation pour la seule raison qu'ils sont handicapés et que l'école n'est pas accessible pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, je me bats énormément pour ça, aussi d'éduquer les regards. Vous savez, Vous avez le sentiment que le regard ne change pas aujourd'hui sur les personnes en situation de handicap? je pense que le regard change de manière positive, Oui. mais c'est encore assez lent. Voilà, ça prend, j'ai envie de dire, des décennies. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de faire changer le regard des adultes sur le handicap. Et j'ai appris de par mes conférences, parfois je vais dans les écoles parler du handicap, de la science, de ma recherche. Oui. Et vous savez, quand je parle à des enfants du handicap, ils ont un regard vraiment neuf là-dessus. Et je me dis, si on éduque le regard de ces enfants d'aujourd'hui, qui deviendront les citoyens de demain,
c'est eux qui feront changer la donne, qui permettront à ce que tous les enfants, je l'espère, aient une éducation et une chance comme tout le monde dans leur vie. Et je pense que voilà, le changement passe par notre jeunesse et j'ai envie de leur donner cette chance justement. Et on espère qu'ils sont nombreux à vous entendre et à vous suivre et à vous Oui, lire. oui, je l'espère. Ouais. Surtout. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce Merci message, beaucoup. Mathias Lambert. Merci d'être passé par le Merci. plateau de France 24.